fausse information alors. Vraie information, Voilà. c'est ce que je... Dès le baccalauréat, elle s'imaginait faire carrière dans le journalisme à l'international. En effet. Tu l'as dit quelque part. En effet. Oui, je m'imaginais faire ça. Bonjour Audrey. Bonjour Joël. Tu Comment vas bien? vas-tu? Je vais très bien, merci. Oui, ça va super. En C'est tout un cas, réel toi, plaisir. ça se voit que ça va. Oui. Tu es rayonnante, tu Un peu brilles, tu occupée, shines. mais on rayonne. On rayonne Mm. quand même, avec pas mal de choses. Mais je suis très, très honorée d'être ici en ce moment. Vraiment, ça me plaît Merci, beaucoup. merci. Alors moi, je voudrais te dire merci aussi pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté ce podcast. Parce Un réel que plaisir. le temps d'une conférence, en 2, 3, 4 mouvements, tu te retrouves ici. Donc moi, j'ai eu le temps de te découvrir et c'est vraiment exceptionnel. Je vois que tu es né à Bobo. En effet. Ah, En tu effet. pars pas avec... tu débutes pas la vie dans le bon quartier, on peut dire. Bon, c'est vrai que je suis née à Bobo, mais j'ai pas vraiment eu toute mon éducation là-bas. J'ai eu mon éducation entre Cocody et Yopougon. Voilà. D'accord. Donc c'est tout un cocktail. quand Donc, même. mais est-ce que Abobo a eu le temps de te marquer de son sceau d'une manière ou d'une autre? Il n'y a pas que des choses négatives à Abobo. Bon, malheureusement non. Donc tu nais et puis tu pars. Oui, je nais et je pars tout de suite sur Cocody. Donc à vrai Pourquoi? dire, c'est à cause des parents, parce qu'après mon père il était étudiant, et bon, qui dit étudiant, on doit se rapprocher de l'université, donc il ne peut pas vraiment rester à Bobo. Ma maman était élève, bon. Ah, Donc c'est ce genre de cocktail qui ont fait que finalement je me suis retrouvée à Cocody, où j'ai fait pratiquement les 4 pas, tout ça. ah, d'accord. Donc le côté à Bobo, je pourrais dire que c'est plutôt j'y vais, j'y reviens, parce qu'à Bobo il y avait mon grand-père qui vivait avec ma grand-mère, D'accord. donc vraiment la cour familiale. D'accord. C'est ma mère qui est beaucoup restée à Bobo, elle a fait pratiquement tout. Donc Audrey Keita, enfant de jeunesse. Oui, enfance jeunesse. Donc il doit pas avoir beaucoup de différence entre maman et toi. En général, l'enfant de jeunesse, quand les deux sont arrêtés, on dit bon, où est la mère, où est l'enfant? Est-ce que c'est ton cas? J'ai pour coutume de dire que c'est ma CP, à vrai dire. C'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est mon tout, c'est ma première motivation, ma maman. Quel impact elle a réellement sur ta vie, ta maman? Je peux dire que ma maman, c'est un peu ma manager. Ah bon? Ma manager, elle m'a beaucoup boosté, elle m'a beaucoup inspiré, parce qu'à vrai dire, elle a commencé à entreprendre aussi assez jeune, donc son parcours déjà a eu une rétroactivité sur ma personne. Et puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup orienté dans mes choix, que ce soit au niveau de mes études, de ce que je dois faire. Et je pense que vraiment, elle a plus cet impact de guide, de modèle, et voilà. Bon, ma maman, c'est un peu ça, quoi. Et quel est l'apport de papa? On nous oublie tout le Alors, temps. Quel apport? Ou bien papa, il sert à rien, il a rien fait. En fait, papa, c'est, à vrai dire, mon père, c'est quelqu'un, c'est mon meilleur ami, c'est mon moi. Ah, Voilà. aussi. Maman, c'est ma meilleure amie, mais papa, c'est mon moi. C'est comme si je suis face à mon jumeau, en vrai. Wow. Mon jumeau. Mon père, c'est comme ça. Donc, mon père, ça a été la figure qui m'a beaucoup aussi inspiré de donner le meilleur de moi, de toujours faire de mon mieux, c'est ce qu'il me dit, d'être heureuse. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé en ce sens. C'est vrai que j'ai pas vraiment grandi avec papa, il était beaucoup parti, mais Pourquoi? pour des causes professionnelles, voilà, dû à son domaine. Donc avoir papa et maman entrepreneurs, ça n'a pas été chose facile, mais même il a toujours réussi à avoir une rétroactivité, même de loin. Et je pense que là, maintenant, on a plus cette proximité qui est fort incroyable. Et je remercie Dieu pour ça. Est-ce que tu penses que c'est important ce double rôle sur l'enfant, surtout dans un contexte en 2024 où les mœurs tendent à évoluer? Le fait que papa soit là et ait un apport, que maman soit là et ait un apport. Oui, c'est très important, ça crée l'équilibre, je pourrais ainsi dire, et c'est très important d'avoir ces deux figures-là, parce que chacun a sa manière d'agir. Le papa en tant que femme, hein, tu vas te sentir dans ce respect, dans cette protection. Maman, je ne dis pas qu'elle protège pas, mais maman, c'est un peu l'avocate première qu'on va voir en cas de problème, si on doit parler à papa. Donc avec cet équilibre-là, c'est fort agréable, quoi. Vraiment, je suis très satisfaite, de ce parcours incroyable que j'ai eu avec mes parents. Et franchement, tu as eu beaucoup de chance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Eh oui. Et que sur qui Dieu également veille. Oui, c'est pas Dieu du tout merci. facile. Tu verras que ce podcast, il est un peu différent dans le sens où tu développes sur ce que j'ai déjà trouvé.
Donc, pour te dire qu'il y a un travail qui est fait derrière, je tiens à le mentionner parce que je prépare mes podcasts. Chaque podcast, c'est à peu près 3 heures à faire des recherches, à travailler les réponses et à faire en sorte que le podcast ait un sens qui évolue. Alors, j'ai vu que Audrey Keita était passionnée d'art en général. Alors, j'ai été curieux de savoir quel autre art intéresse Audrey Keita. Ah, c'est toi qui l'as dit quelque part sur Internet, dans une interview. En tout cas, ça sort pas de mon imagination. Alors, tout ce qui a trait à l'art, sur toutes ses formes, j'aime les tableaux, les dessins. Quand j'étais un peu plus jeune, je dessinais beaucoup. Voilà, pour ceux qui ont grandi avec moi, qui ont suivi une formation quand j'étais en année de primaire et collège, savent que Audrey Keita, c'était quelqu'un qui aime dessiner, donc j'aime tout ce qui a trait au dessin. J'aime aussi tout ce qui a trait au son. Voilà, le son, pour moi, c'est une forme d'art. Effectivement. Voilà, c'est une forme d'art. J'aime aussi tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est visuel, tout ce qui est différent, tout ce qui est abstrait. J'aime voir, en fait, le fruit de la créativité. Je vois. J'aime beaucoup de façon ça, générale. de façon générale. Donc, mais l'art qui m'a le plus touché, ça a été le son. Ça a été le son. Oui, le son. Parce que derrière, est-ce qu'il y avait des prédispositions? Parce que je vois que choriste dès l'âge de 10 ans. Oui. J'ai commencé à chanter dès à l'église. À l'église. Pour respecter le cliché. Mais... Ça commence toujours à l'église. Tous les chanteurs, ils ont commencé à l'église. Bizarrement, je peux dire que j'avais une voix très bizarre. Parce que ma maman, je peux dire qu'il y a les gènes aussi qui en ont joué, qui en ont impacté, parce que ma maman, elle a été choriste aussi. D'accord. Ma sœur même est choriste. Donc vraiment. À l'église? Oui, à l'église. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que avant, j'avais pas une belle voix du tout. Je chantais vraiment très faux. Et ma maman m'a dit un jour, oh, toi avec ta voix bizarre là, vraiment faut te taire. Je chantais très mal et j'ai décidé comme ça un jour, je dis aujourd'hui là, moi je vais bien chanter. Et j'ai commencé à chanter au fur et à mesure, je me suis mise dans la chorale et petit à petit c'est venu. Donc je peux dire que j'avais ce petit truc là en moi et puis à force de faire et de faire avec l'environnement, ça a changé. Donc au départ, j'avais pas une si belle voix qu'on entendait. Et puis bon, j'ai lâché la chorale, bon pour des raisons d'occupation, parce qu'après j'étais à Beaunois et j'ai fait une grande partie de mon éducation entre Bassam et Beaunois aussi au collège. Donc après je pouvais plus trop chanter dans les mêmes endroits et puis bon je me sentais un peu dépaysée avec les chorales d'Abidjan, donc j'ai dit bon je préfère me retirer. Pourquoi les chorales d'Abidjan étaient plus évoluées, moins évoluées? Bon, il y a plus débridé. le temps, parce qu'après quand t'es au collège, ça peut aller, mais quand tu arrives au lycée, seconde, première, terminale, ça commence à accélérer. Et quel temps tu vas avoir pour aller chanter, faire répétition? Bon, j'ai préféré me retirer en même temps. Pour te concentrer sur une carrière de journalisme international. Non, pas du tout. Bah apparemment tu te voyais journaliste international pendant ou après le baccalauréat. Fausse information alors. Vraie information, voilà. C'est ce que je... Dès le baccalauréat, elle s'imaginait faire carrière dans le journalisme à l'international. En effet. Tu l'as dit quelque part. En effet. Oui, je m'imaginais faire ça parce qu'après, mon père, il parle 3 langues. Il parle anglais, il parle français, il parle le chinois. Et chinois? Oui, mandarin. À quelle occasion il a pu apprendre le chinois? Pour ses raisons professionnelles, vu qu'il est dans le secteur minier. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est au contact des gens, donc ça nécessite qu'il parle beaucoup ce genre de langue. Et j'ai vraiment aimé. En fait, il m'a fait aimer l'anglais, il m'a fait aimer ces autres pays, et vraiment j'avais envie d'être une personnalité internationale, une journaliste, parce que j'aimais beaucoup ça. Et quand j'étais un peu plus jeune, chez nous, à la maison, on ne regarde pas les chaînes nationales. Voilà, nationales, on est plus des chaînes internationales et tout. Donc, à force de regarder, je me suis projetée. Et bon, finalement, ma bonne manager, elle m'a conseillé, c'est vrai, c'est ta passion, je n'en disconviens pas, dit-on, mais ce serait bon d'y rajouter avec avec du droit, et puis après, tu pourrais renchérir là-dessus. Donc, je m'imaginais. Et lorsque j'ai rencontré la Veuve pour la première fois, c'était le coup de foudre. Et depuis, je me suis plus arrêtée. Mais avant ça, tu passes à l'HEC. HEC, oui, Abidjan Abidjan francophone. Oui, HEC. Université catholique. J'ai fait après l'UKO, et je passe à HEC Abidjan francophone.
où je fais une licence professionnelle en droit des affaires et fiscalité en entreprise. Ça, c'est un bon moment. Toujours en continuité pour réaliser Le master. le master 2 en droit. Oui, droit Donc, des affaires et fiscalité. droit en des entreprise. Alors, comment tu passes de droit des affaires, donc potentiel juriste, à entrepreneur? Alors, à vrai dire, j'ai commencé à entreprendre à partir de la première année de droit, je pourrais ainsi dire. Parce qu'à vrai dire, quand j'étais un peu plus jeune, toujours ça, ma mère même me le disait, j'avais tendance à dire à mes amis, voilà, moi je suis la chef d'entreprise, vous êtes mes employés. C'était un jeu comme ça que je jouais. Ok. J'ai toujours voulu être... Tu faisais déjà la boss, quoi. Oui, j'ai toujours voulu être comme ça. Et puis aussi, quand je voyais ce que mon papa faisait, le patron, il vient, tout le monde... Mais j'ai vraiment envie de savoir ce que ça, ça donne comme effet. Donc, le droit, c'est quelque chose que j'étais en train de faire. Mais j'ai eu l'envie d'entreprendre de par une frustration. Ah. Oui, une frustration que je vais partager. Oui. Alors, vous savez, en tant que femme, c'est un peu compliqué. Nous, les femmes, ça, c'est une parenthèse. En termes de relations, c'est un peu compliqué. C'était dans une phase un peu difficile de ma vie avec les parents. J'étais allée en famille, du côté de Koumassi. Et je voulais mener mes propres activités et tout, parce que c'était un peu compliqué. Et je fréquentais quelqu'un et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me remettes la somme de 2000 francs. 2000 francs. Oui, 2000. On est dans les années 2019, Voilà. Quelle 2018. année 2019. Bon, 2000, voilà, on peut se débrouiller. C'est Un ça. peu comme le syndicat. C'est ça. Donc, je demande les 2000 et il me sort cette phrase, je ne suis pas le service social. 2000. Oui, le gars me dit, je ne suis pas le service social. En 2019, sans dire ton âge aujourd'hui, tu as à peu près quel âge? Je sais qu'il y en a qui vont calculer. Dans la En vingtaine. 2019. Donc, dans la vingtaine, tu demandes 2000. C'est raisonnable. Enfin, Il dit qu'il n'est pas le service social. Je suis choquée. Et je lui rétorque cette parole en lui disant merci. Déjà, merci. Et que aujourd'hui, je te demande 2000, tu m'en donnes pas. Mais demain, je vais travailler de telle en sorte que demain, quand tu vas me voir, tu vas dire que tu me connais, on dira que tu mens.